Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Hélène d'accepter notre invitation. Merci pour l'invitation. Pour être aujourd'hui ici avec nous à l'Institut d'études avancées de Paris et pour parler un peu du Mexique et de son actualité. Donc je te présente d'abord brièvement et après si tu veux ajouter quelque chose sur ton parcours. Tu es directrice de recherche au CNRS. Rattaché au CERI, qui est le Centre de recherche internationale à Sciences Po Paris. Tu es politiste et tu as une spécialisation sur l'Amérique latine et le Mexique en particulier. Tu t'intéresses en particulier à la sociologie des mouvements sociaux, au militantisme, mais aussi aux dynamiques partisanes des partis politiques en Amérique latine. Tu as écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Tu as écrit un ouvrage collectif très intéressant sur la question du clientélisme, par exemple, en Amérique latine, et des rapports entre le monde militant et le monde politique et partisan. Et là, j'en profite pour présenter deux de tes derniers ouvrages très intéressants. Le premier, qui est celui-ci, De la rue à la présidence, qui vient de sortir cette année aux éditions du CNRS, De la rue à la présidence, foyer contestataire à Mexico. C'est un livre très intéressant car on voit qu'il s'intéresse au militantisme, mais il y a une perspective ethnographique et biographique. Donc tu suis au long cours des militants de base, et à travers leur parcours, à travers leur récit de vie, à travers leurs yeux aussi, tu montres les dynamiques politiques récentes au Mexique ces dernières années, et en partie comment est arrivé au pouvoir l'actuel parti gouvernant, qui est Morena, avec l'élection du président sortant Andrés Manuel López Obrador, et maintenant l'actuelle présidente qui vient d'être élue cette année. Donc il y a beaucoup d'actualités riches. En 2024, Claudia Sheinbaum. Et un deuxième livre, qui est un livre collectif, Dictionnaire politique de l'Amérique latine, que tu co-diriges avec 3 autres collègues. Et ce dictionnaire est très intéressant dans le sens où non seulement il présente les grands concepts et catégories fondamentales pour comprendre le phénomène politique en Amérique latine, mais aussi il montre les apports des sciences sociales et de la science politique latino-américaine en particulier, au-delà du continent, pour rentrer en dialogue également avec la production des savoirs ici en Europe ou ailleurs. Donc merci beaucoup Hélène. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou tu aimerais rajouter quelque chose. Non, merci Pierre pour cette présentation. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur d'autres éléments de mes travaux dans notre discussion. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi du Mexique. Mexique qui me semble, je ne sais pas si je viens du Mexique, mais il me semble que le Mexique aujourd'hui a une couverture médiatique en France quand même assez importante, peut-être plus qu'avant, où tu vas me le dire, mais on parle de plus en plus du Mexique. Et il y a toute une production culturelle, artistique qui entoure le Mexique, mais qui a tendance à associer d'une façon systématique le Mexique avec la question de la violence. C'est un peu cette association aujourd'hui quasiment automatique, mécanique, entre le Mexique et la violence. Bon, il n'y a pas que la violence, mais la violence est quelque chose qui revient souvent autour du narcotrafic, autour des groupes criminels, autour de les féminicides, par exemple, ou la violence de genre. Et c'est quelque chose qui revient en boucle, très souvent autour du Mexique, le trafic de drogue, les narcotrafiquants, la violence criminelle. Et on voit que c'est une vision très répandue et de plus en plus médiatique. Donc là, on peut penser à plusieurs exemples. On a par exemple un ministre de l'Intérieur français qui vient de parler il y a quelques jours d'une mexicanisation de la France.
chose qui m'a beaucoup surpris quand j'ai entendu ça. Par exemple, on a le dernier film de Jacques Audiard, par exemple, non, aussi, autour de cet univers de la narcoculture ou du narcotrafic au Mexique à travers l'histoire d'un narcotrafiquant. Moi, je n'ai pas encore vu le film, mais toi, tu l'as vu, donc si tu veux, on pourrait en parler aussi. Moi, j'ai l'exemple aussi marquant d'une des dernières émissions du Dessous des cartes, par exemple, sur Arte, où il y avait une carte du Mexique qui avait été présentée, où le pays était divisé en territoires d'influence des cartels. Donc, tu avais une couleur sur la carte pour le Sinaloa, une couleur pour le cartel Jalisco, une couleur pour celui du Golfe, etc. C'est une carte qui m'avait beaucoup marqué, non ? Et en général, on a toute cette mystique, cette mythologie, toute cette figure autour du Mexique associée au narcotrafic. Donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec toi, c'est essayer de questionner cette association, cette figure violente qu'a le Mexique aujourd'hui dans les imaginaires, dans le traitement médiatique du pays, et aussi problématiser cette question de la violence et essayer de la complexifier pour ne pas réduire cette violence au seul fait criminel et essayer de comprendre d'où vient cette association et comment on doit la questionner et la remettre en cause. Donc selon toi, qu'est-ce qui contribue à cette association, à cette production de cette figure violente du Mexique? Alors, en effet, je pense que la question des productions culturelles qui arrivent en France et qui, même dans le cas de Jacques Audiard, qui sont produites en France, puisqu'en plus Jacques Audiard a filmé en grande partie dans des studios en banlieue parisienne, contribue à finalement cette vision du Mexique autour de la question du narcotrafic. Alors moi, je le vois dans ma vie quotidienne, il y a vraiment eu une évolution ces dernières années. De plus en plus, aussi bien dans mon milieu professionnel que dans mon entourage, on me parle de la série Narcos Mexique, on me parle en effet du film de Jacques Audiard. J'ai des adolescents autour de moi qui connaissent les différents cartels et qui s'intéressent donc à ce que je fais parce que c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui va au Mexique et qui est susceptible de dire ah bah oui, c'est tel cartel qui est plus fort aujourd'hui que tel autre. Et ça s'accompagne aussi finalement d'une certaine mode aussi de la cuisine mexicaine. Il y a eu un supplément par exemple de Télérama Paris sur la cuisine mexicaine il y a quelques mois. Donc on voit comme ça une pénétration de la culture mexicaine, mais par la question du narcotrafic et d'une certaine fascination, d'une forme de romantisme autour du narcotrafic, qui pour moi est une des principales critiques que je peux faire par exemple au film de Jacques Audiard, qui surfe un peu sur cette vogue, sur cette vague du narcotrafic et qui donne donc une vision très schématique du Mexique. Et je l'ai également expérimenté au moment de la dernière élection présidentielle. Donc dans mon ouvrage qui est sorti au mois de mai, j'ai eu un compagnonnage assez long cours avec l'actuelle présidente qui était l'une de mes enquêtées. Et donc ça a donné un petit retentissement médiatique à mon livre avec l'élection présidentielle. Et la question qui revenait de manière récurrente dans la bouche des journalistes, c'était mais comment un pays aussi machiste que le Mexique, avec autant de féminicides, a pu élire une présidente femme. Et donc c'était tout un travail de déconstruction des stéréotypes, d'abord en expliquant que la vie politique mexicaine avait connu une féminisation sur les 30 dernières années, mais aussi que la question des féminicides est extrêmement visible au Mexique, parce que justement il y a un milieu féministe très important
qui d'abord a été à l'origine de la formation de ce concept. On a une notice féminicide dans le dictionnaire qui montre comment, depuis une notion qui est d'abord élaborée par une anthropologue américaine, c'est vraiment au Mexique, dans des débats autour de Ciudad Juárez notamment, que se forge ce concept, et que se forge ce concept avec la question de la responsabilité de l'État et du pouvoir judiciaire dans le non-traitement des cas d'homicide de femmes. Et donc ce concept fait que des statistiques spécifiques sont élaborées. Donc on a des données statistiques très précises qui ont d'abord été élaborées sur Ciudad Juárez, et en fait quand on commence à les appliquer dans d'autres États du Mexique, on se rend compte que les taux sont extrêmement élevés. Et ça va se diffuser, ça arrive d'abord en Europe, en Espagne. L'Espagne est, me semble-t-il, le premier pays à faire des statistiques sur les féminicides. Et par exemple, avant-hier, je voyais une grande banderole dans le hall de Sciences Po disant qu'il y avait eu plus de 1000 féminicides de femmes depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron. Donc c'est intéressant parce que c'est le même cadrage qu'au Mexique, l'assimiler aussi au mandat présidentiel avec cette question de la responsabilité du pouvoir politique dans le non-traitement de cette question-là. Et donc 1000 pour la France, c'est aussi énorme. Et donc ce que j'essaye aussi d'expliquer dans le contexte du Mexique, c'est que c'est parce qu'on a construit les statistiques que ça paraît aussi énorme. Et qu'il y a aussi tout un travail qui a été fait au Mexique d'élaboration des chiffres sur la question de la violence, et qui voilà. Mais pour en revenir à cette perception française, il est clair que, en effet, les productions cinématographiques, mais aussi littéraires. Par exemple, une œuvre qui a beaucoup contribué à la diffusion de la perception des féminicides mexicains en France, c'est 2666 de Roberto Bolaño, qui a été adapté au théâtre. Alors, ça reste assez confidentiel, et on voit aussi que dans les choix de traduction, c'est souvent des romans qui sont extrêmement violents que choisissent les éditeurs. Par exemple, j'aime beaucoup, mais les romans de Fernanda Melchor, comme La saison des ouragans, par exemple. Et c'est pareil pour le cinéma. Beaucoup de films qui sortent en France sont des films qui représentent cette image aussi du Mexique qu'on a en France. Donc ça contribue à donner cette image d'un pays extrêmement violent. On va dire que c'est devenu un peu le fonds de commerce des diffuseurs de l'image du Mexique en France. C'est très intéressant, Hélène, ce que tu nous racontes, parce que justement, d'un côté, on a toute cette production culturelle qui a tendance à romantiser la violence au Mexique et à propager cette vision un peu tordue du Mexique avec une focale sur la violence. Mais du coup, pour essayer de déconstruire cette figure, cette perspective, tu as parlé aussi des statistiques et de tout ce travail de recherche, de mesure autour du phénomène de la violence au Mexique qui permet justement de rendre visible cette violence. Et alors, c'est intéressant, en plus de la problématique des féminicides, de s'intéresser justement aux chiffres de cette violence et des homicides en général, pour voir que cette violence au Mexique, qui est un grand pays, cela dit en passant, elle n'est pas homogène, elle n'est pas distribuée de façon homogène sur le territoire, mais il y a vraiment des régions ou des États fédérés du Mexique en particulier qui concentrent ces phénomènes de violence, qu'ils soient homicides ou féminicides, tandis qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont beaucoup plus pacifiques, il me semble, au Mexique. Alors peut-être qu'une première critique, ce serait de rompre aussi avec cette vision homogène d'un pays aussi grand que le Mexique. Tout à fait. Je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit que le Mexique est un pays qui fait à peu près 4 fois la France, avec des histoires régionales qui sont extrêmement hétérogènes. Et donc, ces histoires régionales, elles ont aussi façonné la question de la violence, parce que c'est aussi lié à des questions d'inégalité, c'est aussi lié à des histoires politiques
locales. Hein. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans certains États. La question de la violence est liée à la structuration même du champ politique. Et donc, il y a des situations qui sont extrêmement hétérogènes. Moi, par exemple, j'ai essentiellement travaillé sur Mexico. Mexico est une ville qui aujourd'hui a des taux d'homicide qui sont parfois plus bas que certaines villes des États-Unis. Moi, personnellement, en 25 ans de travail de terrain à Mexico, je n'ai jamais eu aucun problème de sécurité. Et récemment, je présentais mon ouvrage dans un séminaire et puis un collègue me dit « Ah, mais moi, j'ai regardé Narcos Mexique, alors quand même, c'est bizarre, tu présentes ton livre et tu parles à aucun moment de la violence, des narcotrafiquants, de l'insécurité. » Et je lui dis bah oui parce que c'est pas pertinent. Alors il y a de la délinquance ordinaire. Dans un chapitre de mon livre sur un quartier populaire, j'évoque ce que le sociologue argentin Javier Aullero appelle la zone grise, hein, l'articulation entre petite délinquance et travail politique local, hein, comme ça peut exister aussi dans des configurations européennes. Mais c'est quand même assez marginal dans le contexte de la ville de Mexico, où il y a quand même une insécurité ordinaire, hein, comme dans les grandes villes, mais moins que dans beaucoup de grandes villes latino-américaines. Hein. Aujourd'hui, une des grandes villes les plus dangereuses au monde est Caracas. Ouais. Et peu de villes mexicaines se trouvent aujourd'hui dans ces baromètres de la violence mondiale qu'on peut discuter et qui sont discutables, mais c'est quand même intéressant. Donc, par exemple, voilà, Mexico, c'est une ville qui n'est pas marquée par ces phénomènes-là. J'ai travaillé aussi récemment dans l'état du Quintana Roo, donc Cancún. Alors moi, j'étais pas à Cancún, qui est à la rigueur Cancún, il y a quand même une certaine voilà, il y a une délinquance ordinaire, mais j'étais dans la capitale administrative dans le sud du pays, Chetumal, qui est une ville absolument tranquille, complètement assoupie d'ailleurs. Voilà. Et puis, si on va dans des villes comme Oaxaca, par exemple, qui est une très jolie ville, très touristique, avec une vie culturelle très développée, il n'y a pas non plus de problème d'insécurité majeur. Donc, je pense que ça, c'est un élément très important à transmettre, hein, la nécessité de désagréger les statistiques de la violence, de les voir parfois même pas à l'échelle d'un État fédéré, mais de descendre même à l'échelle parfois vraiment locale. Hein. Il y a des configurations à l'échelle d'une ville ou d'une bourgade, hein, qui sont particulières. Et surtout aussi, comme tu le disais, du coup, redonner de la complexité en montrant qu'il y a des histoires qui s'inscrivent parfois dans la longue durée, donc qui sont antérieures à l'émergence dans certains cas, et en tout cas la massification de la présence des cartels dans certains États, et qu'il y a des articulations variées en fonction des États fédérés du Mexique. Et je pense que ça, c'est un point essentiel pour les chercheurs que nous sommes. Tu viens de dire deux choses intéressantes, donc j'aimerais revenir sur ces deux points. Le premier point, c'est l'histoire, l'importance de la longue durée pour comprendre ces phénomènes de violence qui ont une historicité très importante. Et le deuxième point, c'est que cette violence est liée à la structuration du champ politique. Et tu as parlé aussi de la zone grise. Donc, si tu veux, parlons un peu d'histoire d'abord, pour comprendre d'où viennent ces dynamiques. Moi qui ai par exemple étudié et fait du travail de terrain dans l'état du Guerrero, qui est au sud du Mexique, à côté de la ville d'Acapulco, ce que j'avais pu voir, même si la statistique ne remonte pas plus loin que 1990, on voit qu'il y a des phénomènes de violence qui sont antérieurs
et sur lesquels vient se greffer des fois la violence criminelle liée au narcotrafic, mais il y a des violences beaucoup plus anciennes. Il y a de la violence politique, la conflictualité politique, autour des enjeux des élections et de l'exercice du pouvoir et des gouvernements locaux. Il y a aussi une violence politique liée à la guérilla, par exemple, et la contre-insurrection menée par l'armée. Donc il y a aussi des problématiques de violation des droits de l'homme qui sont très très vieux, non, dans un État comme le Guerrero. Donc en quoi il est nécessaire, il est si important d'historiciser, de voir cette violence dans un prisme beaucoup plus historique et de longue durée pour ne pas tomber justement dans ce piège de la nouveauté de la violence criminelle au Mexique. Alors, il y a plusieurs éléments très importants dans ce que tu soulèves. Donc, on peut partir de ce cas du Guerrero que toi tu connais très bien et que moi j'ai étudié à travers la question de la violence politique dans les années 90 et un peu avant aussi à travers un travail d'archives. Alors en effet, dans cet État fédéré-là, c'est vraiment, si on devait faire des typologies un peu de l'articulation entre violence criminelle et violence politique, dans cet État-là, la violence politique est très fortement antérieure à la violence criminelle qui vient se greffer avec des liens souvent très forts avec les anciens caciques dans une partie de l'État. Et donc, par exemple, dans cet État du Guerrero, dès en fait après la Révolution mexicaine, il y a donc une guerre civile au Mexique qui est la guerre des cristeros entre laïcs et positionnement religieux. Et par exemple, une grande partie des victimes de la guerre cristera, elle est déjà... Dans les années 30, non, voilà, du XXe siècle. Voilà. Oui. Et une grande majorité des victimes se trouvent dans l'État du Guerrero. Ensuite, par exemple, dans un travail d'archives que j'ai fait sur les années 40, j'étais tombée sur un document tout à fait saisissant. Le public français a sans doute entendu parler de la disparition en 2014 des 43 étudiants d'Ayotzinapa dans la ville d'Iguala. Qui est, alors c'est une ville moyenne, Iguala, hein, pour le Mexique, mais quand j'évoquais 100 000 habitants. 100 000 habitants, et en termes d'extension, c'est quand même la taille de Toulouse. Hein. Ah. Donc voilà, mais pour le Mexique, c'est une ville moyenne, mais il faut avoir il y a tout à une autre échelle au Mexique, hein, tout à une autre échelle. Et donc en fait, dans un document des années 40, des services de renseignement, je travaillais sur des archives des services de renseignement, il était écrit par ce membre des renseignements généraux mexicains que le maire de la ville envoyait fréquemment tuer ses concitoyens et que les concitoyens commençaient à être un peu lassés de se faire tuer par le maire de la ville. Dans le cas d'Iguala, hein, le maire et de l'affaire des 43 étudiants, hein, le maire est actuellement en attente du procès. José Luis Abarca. Voilà, et donc on voit là une continuité qui est quand même assez saisissante. Années 40-2014, une responsabilité du maire dans des assassinats de citoyens ordinaires, on va dire. Donc ça, c'est un premier élément. Moi, ensuite, j'ai beaucoup travaillé plutôt sur... alors, tu as évoqué la question de la guérilla. Donc, je fais un saut des années 40 aux années 70. Donc en fait, il y a eu un premier rapport d'une commission au début des années 2000 qui avait fait une liste des victimes de ce qu'on a appelé la guerre sale au Mexique. Souvent
avec une responsabilité de l'armée. Mais dans le cas du Guerrero, ce qui est intéressant, c'est que c'était aussi de la responsabilité hein, de ces chefs politiques locaux du parti hégémonique hein, qui était au pouvoir depuis la fin des années 20, le Parti révolutionnaire institutionnel, et qui est resté au pouvoir jusqu'en 2000. Et par exemple, hein, le fils d'un de ces caciques m'avait raconté, ah oui, je me rappelle très bien, le, le responsable militaire de la zone militaire venait voir mon père et lui disait, bon, il faut faire en sorte qu'il n'y ait aucun guerriero sur ton territoire, dans ton municipe, tu fais ce qu'il y a à faire. Et donc, dans ce premier rapport qui a été élaboré en 2001 par cette première commission, qui n'était pas encore une commission vérité, en fait, sur à peu près, si mes souvenirs sont bons, à peu près 800 victimes, hein, tous des militants politiques, souvent de guérilla, il y avait à peu près 80% qui avaient été tués ou qui avaient disparu dans l'état du Guerrero. Donc là, on voit hein, cette question. Donc, il y a eu deux grandes guérillas au Guerrero dans les années 60 et 70. Il y en a eu d'autres après, mais donc on voit une violence aussi là qui est spécifique. Et en fait, ensuite, moi, j'ai travaillé sur les années 90. Donc, je faisais alors ma thèse sur le Parti de la Révolution démocratique, qui était un nouveau parti d'opposition qui est né en 1989, qui est un parti qui a réuni en fait quasiment l'ensemble du spectre de la gauche mexicaine, beaucoup beaucoup de ces dirigeants venaient de mouvements sociaux, alors soit urbains, et donc même dans des villes comme Acapulco, c'était assez important, soit de mobilisation rurale, hein, de mobilisation paysanne. Et donc le Parti de la Révolution démocratique a été particulièrement touché par la répression politique dans les années 90 dans l'état du Guerrero. Donc entre 89 et 97, à l'échelle nationale, il y a à peu près 700 militants qui ont été tués. Et en fait, sur ces 700 militants, il y en a un gros tiers qui était concentré dans le seul état du Guerrero, alors qu'en fait, il y a 32 États au Mexique, enfin 31 plus la ville de Mexico qui est maintenant donc 32 États. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand moi j'ai commencé ce travail sur les questions de violence politique et que je me suis intéressée au cas du Guerrero, donc j'ai croisé différentes sources, des rapports d'organisation des droits de l'homme, de la presse et puis des sources officielles aussi de la Commission nationale des droits de l'homme, qui est un organe gouvernemental mais indépendant. Il y a eu une réception extrêmement négative de mes travaux, notamment dans le milieu universitaire mexicain, parce que c'était au moment de la transition démocratique au Mexique, et on ne souhaitait pas parler de cette question des assassinats politiques qui étaient essentiellement en période électorale. On pourra peut-être y revenir. Donc voilà, donc il y a une historicité, puis toi tu as travaillé, je pense que c'est intéressant que tu nous dises aussi, tu as travaillé sur cette violence sur la période postérieure à la mienne. Voilà, je pense que c'est intéressant. Alors là, c'est moi qui te pose la question pour donner un panorama global juste à travers cet exemple de cet état, ce que toi, tu as observé après, plutôt dans les années 2010, en fait. Eh bien, oui, ce qu'on observe, ce que j'ai pu observer dans mon travail de terrain, c'est plus de continuité que de rupture avec ce passé historique et comment ces nouvelles dynamiques de violence criminelle qui sont nouvelles, mais en même temps viennent reproduire ou viennent se calquer ou viennent s'articuler sur des dynamiques beaucoup plus anciennes et historiques. Donc il y a une hybridation des violences entre de nouvelles formes de violence qui sont des violences criminelles plus liées aux dynamiques
des marchés illicites et dans le cas du Guerrero à la culture du pavot, non, qui est historique depuis les années 60-70 dans l'état de Guerrero. Et avec ça, ben, on fait l'opium, l'héroïne, non, et puis après on exporte aux États-Unis. Ça fait partie de la chaîne de valeur dans les marchés illicites de la drogue. Et comment cette violence criminelle, elle vient se calquer, elle vient se superposer et s'articuler à des violences beaucoup plus anciennes. Dans mon cas d'étude, qui est la municipalité d'Ayutla, donc moi j'ai fait mon travail de terrain dans les années 2010, mais à Ayutla, il y a eu un événement de répression très important. En 1998, il y a eu un massacre du Charco, où l'armée a assassiné une douzaine de paysans dans une communauté indigène, mixtèque, de la municipalité. Et on voit comment ces dynamiques de violence qui sont profondément politiques, non, avec la présence d'une guérilla très importante dans cette municipalité, mais plus tard dans les années 2010, il y a encore une dimension contre-insurrectionnelle aux nouvelles formes de violence criminelle, c'est-à-dire comment le groupe criminel qui a commencé à opérer dans cette municipalité en particulier à partir des années 2007, elle va aussi remplir non seulement des fonctions de contrôle social et de prestation de services de sécurité, de protection, parce que ce sont des professionnels de la violence, ce sont des commerçants de la violence en quelque sorte, mais en même temps, il va y avoir une fonction paramilitaire ou une fonction de contrôle social, on peut le dire, de contre-insurrection développée par ce même groupe criminel qui va avoir justement des accointances, des liens très forts avec le pouvoir politique local qui vient lui-même de ces vieux caciques qui historiquement ont gouverné la politique locale dans le Guerrero. Donc c'est très important aussi, à mon sens, pour un public français, de ne pas dépolitiser la question de la violence, qui est souvent présentée comme le fait, ou le seul fait même, des groupes criminels, non, comme s'ils étaient comme s'ils formaient une espèce de contre-société, non, à part ces groupes criminels, pour bien montrer qu'il y a des liens. Il y a des liens plus ou moins solides avec le champ politique dont tu parlais, mais on ne peut pas omettre l'existence de cette zone grise qui articule délinquance et travail politique au Mexique. Je pense que c'est important aussi de politiser cette question et de ne pas la réduire à un seul fait, comme un fait divers criminel. Moi, je suis en partie d'accord avec toi, mais pas complètement non plus. Je pense justement que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la question de la très forte hétérogénéité en fonction des lieux. Alors, il me semble que dans le cas de l'état du Guerrero qu'on a détaillé et qui est celui que tu connais extrêmement bien, tu as tout à fait raison et je crois qu'il faut rajouter la question aussi que tu as évoquée, hein, mais il faut insister dessus, la question du rôle de l'armée. Et puis historiquement aussi, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, le rôle qu'a eu la police judiciaire. Parce que par exemple, moi, dans les assassinats sur lesquels j'ai travaillé dans les années 90, qui ont eu lieu dans les années 90, la police judiciaire a été généralement identifiée comme étant l'auteur matériel des assassinats de militants d'opposition et souvent hein, sous les ordres du gouverneur. Il y a eu une dynastie de gouverneurs particulièrement sanguinaires dans l'état du Guerrero. Et bien souvent, l'armée, comme a été là, un appui à la répression, donc ça a été extrêmement clair dans le cas des guérillas, ou en tout cas dans une forme de complicité par sa non-intervention. Et dans le cas des étudiants d'Ayotzinapa, il y a à la fois une participation ponctuelle de l'armée,
mais il y a aussi une non-intervention qui peut un peu se comprendre par rapport au différentiel d'effectifs entre les armées, entre guillemets, parallèles des narcos. Et, bon, je crois qu'à Igualin, la caserne, c'était 60 hommes à peu près. Donc, bon, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'armée est un acteur qui est toujours présent. Et je pense que ça, c'est un point sur lequel il faut insister parce que ça a des effets aussi sur le traitement des violences dans le contexte actuel. En fait, quand le président López Obrador est arrivé au pouvoir en 2018, il a mis en place une commission vérité qui avait existé dans beaucoup de pays latino-américains, mais pas encore au Mexique. Le Mexique n'a jamais été une dictature, hein, ça a été un régime hybride où la répression a souvent été plus locale. Mais donc, il a mis en place une commission vérité. Et cette commission vérité a rendu ses travaux en août 2024, hein, donc tout récemment. Donc, je vous ai apporté seulement 2 volumes des 6 volumes de cette commission vérité. Et en fait, pour l'instant, ce rapport a été en partie enterré parce que de manière assez inattendue, hein, le gouvernement de gauche a fait une alliance avec l'armée, a associé l'armée à de grands chantiers dans de multiples endroits du pays. Et donc d'ailleurs, le travail de cette commission a été en partie entravé. Il y a des archives qui disparaissaient d'un jour sur l'autre. Hein, quand ils venaient étudier des cartons d'archives, le carton d'archives avait été en partie vidé pendant la nuit. Ça a été assez complexe parce qu'en fait, il y a à la fois une responsabilité de l'institution, il y a des auteurs matériels de crimes qui sont encore présents dans l'institution militaire, et en plus, hein, il y a des formes de continuité de la violence aussi en termes territoriaux, et l'armée est un acteur parmi d'autres de cette production de la violence. Alors parfois au Mexique, on a tendance à tordre le bâton dans l'autre sens, à mettre plus l'accent sur la violence de l'armée, sur la violence de l'État, que sur la violence des narcotrafiquants, en partie parce que c'est difficile de dénoncer devant un tribunal des narcotrafiquants, alors qu'il y a la possibilité de faire un recours devant des instances nationales, mais aussi régionales, la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc il y a aussi une construction juridique de ces dénonciations. Mais enfin voilà, donc l'armée, dans le contexte du Guerrero, hein, je suis tout à fait d'accord, il y a une interpénétration de certains secteurs étatiques, de certains milieux politiques, pas tous, avec la question du narcotrafic. Mais il me semble que dans d'autres régions du Mexique, où l'histoire a été différente, il y a toujours une violence qui est plus de nature politique, et où la question du narcotrafic, encore aujourd'hui, rentre peu en ligne de compte. Alors c'est assez intéressant parce que donc, mon travail sur les violences politiques n'a intéressé personne pendant 20 ans. Et puis en 2021, il y a eu pas mal d'assassinats pendant les élections. Et en fait, ça a été assez visible parce que pour la première fois, le calendrier électoral mexicain était coordonné. Avant, les élections locales dans les États fédérés n'avaient pas lieu en même temps que les élections nationales. Et puis le calendrier électoral a été coordonné. Et donc, déjà en 2018, on s'est un peu aperçu que, oui, il y a des gens qui sont assassinés pendant les campagnes électorales et pendant le jour des élections. Voilà. Et donc, j'ai été pas mal interrogée sur ces questions-là. Donc, il y a toujours des États où la violence, elle est plus de nature politique. Hein. Il me semble que c'est le cas, par exemple, d'un État comme Puebla, où il y a des villes où il y a une très forte, depuis les années 40, une très forte articulation entre
violence et élection. Et puis, il y a des cas de figure où, en fait, le narcotrafic tue des candidats aux élections parce qu'ils ont pris des positions contre eux, parce qu'ils sont dérangeants, parce qu'ils ne se sont pas laissés corrompre. Et donc ça, c'est encore un autre cas de figure. Et lors des dernières élections, tous les partis ont été touchés. Un peu plus le parti au pouvoir. Donc il y a eu une quarantaine d'assassinats au moment des élections. Mais je pense que c'est très important de désagréger et de comprendre à travers chaque cas comment, en fonction des histoires politiques locales, il y a des situations qui sont extrêmement variables. Et dans certains cas, le narcotrafic pèse directement. Dans d'autres cas, c'est aussi en direct. Il y a beaucoup de travaux qui ont montré ça sur d'autres configurations. Quand il y a des entrepreneurs de violence, ça contribue à une diffusion de la violence en général, même dans l'espace privé. Et donc, ça réduit, par exemple, le coût d'avoir un homme de main qui assassine quelqu'un, tout bêtement. Et donc, c'est plus facile de se défaire, par exemple, d'un opposant gênant quand on peut avoir recours à des sicaires qui, de par la concurrence existante, coûtent moins cher, existent déjà parce qu'ils existent pour le narcotrafic et donc on peut les réutiliser comme ça dans d'autres domaines. Alors tout ça pour dire que ces phénomènes sont, de mon point de vue, extrêmement divers et qu'en effet, tu as tout à fait raison, sur certaines configurations, de montrer qu'il y a une articulation avec le politique, mais je pense qu'il faut aussi être prudent sur le fait, parce que je lisais que autour de ces déclarations de mexicanisation de la France, certains disaient mais comment on peut comparer à un narco-État comme le Mexique. Je crois que là il faut aussi être très très prudent. Ah oui. Et donc pour finir et revenir un peu à l'actualité, je ne sais pas si on pourrait parler un peu de l'actualité mexicaine, parce qu'il y a quand même une nouvelle présidente qui a été élue cette année, Claudia Sheinbaum. C'est la première femme présidente du Mexique. Et les défis qu'elle doit relever en termes de violence, ils sont nombreux. Donc, on a déjà parlé de la violence de genre et des féminicides, et aussi du problème de la militarisation, non? Et du militarisme des politiques qui ont caractérisé le dernier gouvernement de López Obrador. Donc, est-ce qu'on pourrait parler des stratégies ou de ce que veut faire la nouvelle présidente ou qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que quand même, quand on regarde les chiffres à nouveau, le dernier gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador, il a été marqué par, au moins au niveau statistique, par le volume d'homicides, par le nombre de morts, même si on observe une tendance à la baisse, non, de ces statistiques d'homicides, mais il y a quand même encore aujourd'hui une problématique importante générale de violence avec évidemment plus focalisée ou concentrée sur certaines régions du Mexique que d'autres. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces défis du nouveau gouvernement, s'il va y avoir un changement de politique ou si plutôt on doit s'attendre à beaucoup de continuité par rapport au gouvernement sortant? Ou est-ce on peut nourrir quand même un certain espoir du fait que ce soit une femme présidente pour une politique de lutte contre les violences de genre et les féminicides beaucoup plus engagée que ça n'a été le cas jusqu'à présent? Alors peut-être que d'abord il faut recontextualiser par rapport à ce qu'a été la position de López Obrador. Donc pendant sa campagne électorale en 2018, avant son élection, il avait parlé de mécanismes
de processus de paix quasiment, et donc en disant que ce n'était pas les balles qui allaient résoudre la question du narcotrafic, de la violence, pardon. Et d'ailleurs, il a été ensuite, puisqu'en fait, on venait de plusieurs années de très forte militarisation de la société mexicaine depuis, alors il y a une borne en partie artificielle, mais qui est celle de 2006 et de l'arrivée du président du parti de droite, le parti Action Nationale, Felipe Calderón, on a considéré que c'était le début de la guerre contre la drogue au Mexique, et c'est le début des statistiques c'est intéressant parce que c'est toujours construit à travers les statistiques, le début des statistiques sur les victimes de cette guerre contre la drogue, et avec des débats de spécialistes en montrant que la militarisation avait entraîné plus de violence, d'autres qui considèrent qu'il y avait plus de violence et qu'il y a eu militarisation. Enfin, je vous passe les débats d'experts, mais donc avec une forte militarisation. Et donc, dans un premier temps, finalement, il y avait un peu le discours de López Obrador de faire rentrer l'armée dans les casernes, et surtout, ce qui a été très, très étonnant, il les a mis à la tête de grands chantiers de développement, la construction d'un aéroport, la construction de raffineries, la construction d'un train dans le sud du pays. Et en même temps, certaines zones ont continué quand même à être militarisées, donc des effectifs, je n'ai pas les chiffres en tête, mais des effectifs des différents corps de l'armée qui ont continué à augmenter, donc créant aussi une nouvelle force politique. En fait, historiquement, la Révolution mexicaine il y avait eu tout un travail de démilitarisation de la société après la Révolution, de mise sous le boisseau de l'armée et ce qui explique que le Mexique n'a pas connu la même trajectoire que d'autres pays latino-américains avec les dictatures militaires dans les années 70. Et donc cette place de l'armée est quand même très, très importante. Il y a eu plusieurs événements autour de la question du narcotrafic qui ont été marquants. Il y a eu notamment une première tentative de capture du fils du Chapo Guzmán à Culiacán, qui a échoué, et qui a notamment échoué parce qu'en fait, très rapidement, les hommes du cartel ont entouré notamment une caserne où il y avait les familles des militaires, et le gouvernement a décidé de relâcher le fils d'El Chapo Guzmán pour éviter un bain de sang, et puis finalement l'a recapturé après 2 ans après. Voilà. Donc une politique qui n'est pas toujours lisible dans la question de la lutte contre le narcotrafic. Donc voilà, ça c'est un peu le bilan de López Obrador. Donc Claudia Sheinbaum, qui est de la même couleur politique, que va-t-il se passer sur ces questions-là? Alors visiblement, il va y avoir une très forte continuité dans le rôle de l'armée sur ces questions. Elle a plutôt mis l'accent sur la lutte contre l'impunité judiciaire. Alors là, ça nous renvoie vers des débats aussi assez houleux et complexes de l'actualité mexicaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, donc notamment, elle souhaite réformer les modes d'investigation pour la collecte des preuves, parce qu'en fait, le taux d'impunité est aussi lié à des problèmes d'administration de la preuve dans les dossiers judiciaires qui font que beaucoup tombent. Et donc, elle avait déjà réformé ça à l'échelle de Mexico, ce qui avait donné plutôt de bons résultats. Sur la question des féminicides, c'est un peu la même réponse que je ferai. C'est vraiment dans la question de réformer les modes d'investigation, parce qu'en fait, bien souvent, ce qui est assez troublant dans le contexte mexicain, c'est que quand on voit des documentaires, quand on voit des témoignages de parents de victimes, souvent, eux connaissent l'assassin.
ou en tout cas croit connaître l'assassin. Et donc il y a vraiment une très mauvaise formation de la police qui bien souvent font les preuves sont pas relevées, les témoignages ne sont pas bien pris, et enfin voilà. Donc Claudia Sheinbaum a annoncé tout un travail autour de ces questions-là. Alors ça, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de l'ombre, c'est un travail de long cours qui ne va pas avoir une visibilité médiatique immédiate sur la question des féminicides. Mais on va dire qu'en plus, López Obrador avait été assez insensible au collectif de familles de victimes, à la question féministe aussi, qui est très très forte dans le contexte mexicain. Et donc là, on peut penser que se nouera quand même une relation différente avec Claudia Sheinbaum. Mais j'aimerais terminer en disant que de toute manière, il serait illusoire de penser qu'on peut régler cette question à l'échelle nationale. Et d'ailleurs, les événements qu'il y a eu au mois de mai, avril-mai, en Équateur, où étaient engagés aussi des cartels mexicains, montrent que la question est régionale. La cocaïne n'est pas produite au Mexique, mais c'est quand même les cartels mexicains qui sont dominants sur le marché. De nouvelles routes se sont ouvertes, notamment l'Équateur, c'est la route pacifique et la route vers la Chine. Et je voudrais dire aussi que en fait, le grand paradoxe du Mexique, c'est que le Mexique n'est pas un pays consommateur. Ce n'est pas un problème de santé publique majeur. Le problème de santé publique au Mexique, c'est plus l'alcoolisme, l'obésité, le diabète. Donc en fait, cette guerre contre les narcos, cette violence que vit le Mexique est pour réguler un problème de santé publique aux États-Unis. Et en plus, et ça va être un point important quand même de l'agenda de Claudia Sheinbaum, il y a des recours internationaux qui sont des procès internationaux qui sont en cours. Il faut aussi savoir que la très grande majorité, voire la quasi-totalité des armes présentes sur le territoire mexicain entre les mains de civils et donc de narcotrafiquants viennent en réalité du marché légal nord-américain. Donc c'est des armes qui sont vendues légalement aux États-Unis, qui passent de manière illégale la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donc le Mexique demande régulièrement à ce que les États-Unis contrôlent mieux leurs frontières sur cette question-là, mais en fait c'est un enjeu économique énorme pour les États-Unis. Donc les États-Unis n'ont aucun intérêt à la fois réguler. Bon, alors évidemment, on touche à un point de tabou aux États-Unis sur la question du port d'armes, mais en plus, c'est quasiment, j'avais lu des chiffres, alors je ne sais plus s'ils sont actualisés, mais c'était la vente au Mexique était quasiment équivalente à la vente nationale. Donc, dans les estimations qui sont faites, peut-être un peu exagérées de certaines ONG, mais donc on parle d'un marché qui est colossal pour les États-Unis. Et donc, on est dans une situation qui est extrêmement paradoxale, parce qu'en fait, finalement, c'est quand même un problème régional qui concerne assez peu le Mexique dans la question de la consommation et dont les États-Unis, certes, sont victimes, entre guillemets, de par ce que ça implique en termes de santé publique, mais aussi très largement bénéficiaires, d'autant plus que les cartels investissent aussi quand même pas mal dans des villas de luxe, à Miami notamment. Merci beaucoup Hélène. Peut-être une dernière question, justement, comme tu as parlé des relations bilatérales entre le Mexique et les États-Unis, c'est quand même un peu difficile de parler de la violence au Mexique sans parler justement de la relation avec les États-Unis, comme tu viens de le faire. Et donc je voudrais en profiter parce qu'on n'a pas eu seulement l'élection de Claudia Sheinbaum comme nouvelle présidente du Mexique, on a aussi eu l'élection de Donald Trump et le retour aux États-Unis. Donald Trump qui a eu, comme d'habitude, dans sa campagne électorale, une rhétorique très violente et belliciste contre le Mexique, et qui vient il y a quelques jours d'annoncer qu'il va augmenter les douanes vis-à-vis du Mexique, entre autres choses.
et toute cette question qui envenime les relations bilatérales autour de la consommation de drogue, hein, du trafic de drogue et du fentanyl, en particulier les nouvelles drogues de synthèse qui sont en train de faire énormément de morts. On parle d'une épidémie ou d'une pandémie d'opioïdes de fentanyl aux États-Unis avec des dizaines de milliers de morts par an. Cependant, une question qui est toujours vue d'un point de vue assez américano-centré. Je me souviens d'une interview qu'on m'a fait il y a quelques jours à RFI, par exemple, où, grosso modo, le journaliste demandait mais que va faire le gouvernement mexicain pour réguler le trafic de drogue, alors que, comme tu viens de le dire, le premier problème, ce n'est pas un problème de sécurité, c'est un problème de santé. C'est un problème de santé publique, c'est un problème sanitaire, de consommation. Et les marchés illicites du Mexique et d'ailleurs, de Colombie et du Sud, ils ne font que répondre à une demande du marché états-unien quant à la consommation de drogue. Donc, ce serait bien aussi de rompre avec cette vision sécuritaire des drogues pour revenir à une perspective sanitaire, un problème de santé publique. Et donc, une dernière question, mais autour de ces relations bilatérales, comment toi tu vois un peu cette actualité, cet avenir proche des relations bilatérales? Parce qu'en même temps, il y a ces questions problématiques qui sont posées, mais de l'autre, en termes commerciaux, il y a énormément d'échanges. Aujourd'hui, le Mexique, c'est le premier partenaire économique des États-Unis. L'économie mexicaine dépend beaucoup de ses exportations vers le marché états-unien. Et comme tu viens de le dire, il y a une espèce d'interdépendance historiquement construite et renforcée par le traité de libre-échange dans les années 90, qui aujourd'hui, c'est quand même difficile. On voit difficilement comment on pourrait faire machine arrière. Mais en même temps, cette pénétration des marchés légaux est à ce côté obscur, disons, des marchés illégaux qui sont aussi générateurs de violence. Donc, comment aborder ces relations bilatérales entre le Mexique et les États-Unis à partir de ce prisme de la violence? Alors, tu parlais de l'interpénétration, elle va aussi au-delà de manière légale et illégale. Il y a parfois aussi depuis la France une vision un peu schématique de ce que seraient les relations entre les États-Unis et le Mexique. Il y a par exemple énormément de Mexicains de classe moyenne supérieure qui vivent légalement aux États-Unis, qui vivent un temps aux États-Unis, qui envoient leurs enfants dans des camps de vacances ou des pensionnats de luxe aux États-Unis. Et de la même manière, il y a aussi beaucoup de retraités américains qui sont installés au Mexique, d'ailleurs de manière parfois illégale, entre guillemets, qui n'ont pas de titre de séjour, qui rentrent avec des visas de touristes, alors qu'en réalité, ils sont résidents au Mexique. Hein, tout ça pour complexifier le panorama. Et donc, on est loin de la vision qu'on a parfois ici en France, du migrant mexicain qui part aux États-Unis. Tout ça est beaucoup plus complexe. Et le Mexique est aussi un pays qui est certes très, très inégalitaire, hein, mais qui a une classe moyenne et une classe moyenne supérieure et qui est extrêmement importante et très dont tournée. je fais partie maintenant. Voilà, très tournée. Alors toi non, mais d'autres très tournés vers les États-Unis. Donc ça, c'est un premier point. Donc par rapport à l'actualité, donc avant son élection, Trump avait annoncé qu'il enverrait des drones tueurs pour lutter contre le narcotrafic au Mexique. Il y a eu, après son élection, des appels de certains secteurs de la droite mexicaine d'une intervention américaine contre le narcotrafic. Et en effet, on peut penser que le débat est fort mal posé, mais qu'en même temps, bien le poser impliquerait de faire tomber un certain nombre de tabous.
bien que un certain nombre de dirigeants latino-américains, notamment un ancien président mexicain, Ernesto Zedillo, qu'on ne peut pas qualifier de radical, qui a été élu en 1994 et qui était un technocrate, docteur, j'ai un doute sur son université, il me semble que c'est Harvard, mais en économie, mais j'ai un petit trou sur son université de formation, qui lui, avec d'autres, en appelle à la légalisation, en disant de toute manière, la seule solution pour en finir avec à la fois la question de la violence, mais d'une certaine manière prendre en charge ce qui est réellement le problème du narcotrafic, c'est-à-dire la question de santé publique, ça passe par une légalisation et donc un contrôle finalement étatique de ces questions-là, et que finalement l'État assume aussi, et l'État nord-américain en particulier, assume aussi ses responsabilités vis-à-vis de ce problème de santé publique. Oui. Mais merci beaucoup, Hélène, pour être avec nous aujourd'hui à l'Institut d'études avancées de Paris. Et on rappelle ces deux ouvrages, publication récente, De la rue à la présidence et Dictionnaire de l'Amérique latine. Mais merci beaucoup à toi.